Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré à l'actualité juventine. Pour en discuter, nous avons autour de la table une vraie équipe de folie les amis. Ladies and gentlemen, dans le coin droit, 1m73 pour 68 kilos, accroché à son smartphone comme une petite vieille à son sac à main, il tweet plus vite que son ombre pour vous informer de l'actualité juventine. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler d'Elvin. Salut Elvin, comment tu vas mon pote? Mais chaque jour, ça sera une intro un peu plus développée. Magnifique, incroyable. Non Merci. mais Merci pour l'invitation. j'essaie de t'accueillir du mieux possible, hein, mon pote, hein. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et honnêtement, franchement, à chaque fois, tu nous donnes des exclus incroyables. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faudrait que tu nous ramènes ton acolyte, Amine PJ. Il est où là? Ouais, Je, il nous je, manque là. je, je- je lui envoie un message si vous voulez. Ah mais carrément, s'il veut venir, et au contraire, il est bienvenu. Et puis même au-delà de ça, il faut que nous, enfin, ces lives nous manquent vraiment. Ces lives nous manquent vraiment. Après une semaine à s'être occupé de ses enfants, à devenir chèvre, ce super papa a retiré son costume de Madame Doubtfire pour venir parler de notre cher vecchia signora. Il s'agit bien évidemment de Lionel. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Super bien, super bien. J'ai repris le boulot hier, comme ça j'étais tranquille. Ouais, bah Donc ça allait, ça allait. tu m'étonnes. Et du coup, ça va? Comment t'es là? T'es un petit peu, ça se passe bien ou tes enfants t'ont Ah oui, rendu bien. dingue? Ah non, non, j'étais bien content de reprendre le boulot jeudi matin, je te le dis. Déménageuse dans l'âme, configuratrice de télévision à ses heures perdues, elle représente le 77 au fin fond de la Sarthe. Attention, qui s'y frotte s'y pique. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment d'Esa. Comment tu vas, Esa? Tu nous as manqué la semaine dernière. T'étais où? Pas là? Non, mais t'étais pas là, mais t'étais où? Attends, bouge pas parce que on t'entend double. Hop, hop là. Excuse-moi, Esa. Normalement, c'est bon. Normalement, ça C'est bon? devrait être Ouais, bon. non, mais ouais, voilà. Petite vacances pour se ressourcer chez moi en Seine-et-Marne, donc c'était sympa. Bah écoute, ça fait super Voilà, plaisir, hein. hein. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir Et pour ça toi. fait super plaisir d'être là surtout. Bah Du tu coup, on va pouvoir m'étonnes, parler tu un petit m'étonnes. peu mercato. Ouais, mais avant tout, d'abord, j'aimerais bien, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien, les amis. Ne ratez rien de l'actualité juventine, hein, en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça vaut aussi pour notre invité de ce soir, Juve Info France, Elvin. Allez le suivre sur YouTube. Il fait un travail incroyable. Elvin, merci beaucoup d'être encore ici ce soir avec nous et merci pour tout le travail que tu fais. Un programme chargé nous attend, les copains. Allez, c'est parti. La semaine dernière, première victoire de la saison pour Max Allegri contre Cesena sur le score de 3-1, avec une bonne impression de nos rookies, notamment Rafia et Soulé. Bravo Elvin, je tenais justement à te féliciter. Tu avais bien justement trouvé le système, un 4-3-3 dans un premier temps, puis après, on a vu une défense à 3. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit match, toi, la semaine dernière? Bah, comme je t'ai dit, donner une vraie indication à ce match, ça semble un petit peu fou parce que il y avait que McKennie, on va dire comme joueur big, puisque c'était tous des jeunes. Maintenant, les premières intentions d'Allegri, on les a vues. Au-delà de qui a été titularisé, qui a joué, etc. C'est le système de jeu et c'était bien 4-3-3, etc. Donc, je pense qu'on a un peu plus d'indications à Monza demain et encore plus en Catalogne le 8 août. Demain, ça risque d'être encore un peu plus compliqué, mais peu à peu, le groupe arrive. Mais non, face à Chesen, en tout cas, on a vu des jeunes avec de l'envie. Mais comme je te l'ai dit, je pense qu'à les grilles, l'important, c'était au-delà du résultat, c'était un petit peu voir comment les jeunes imprimer ce nouveau système de jeu, les nouvelles indications, les premières indications de Max. Et ça s'est plutôt bien passé face à des équipes de même niveau, parce que la Juve de samedi dernier, c'était une Juve de série C face à Cesena de série C.
Ouais, ouais, ouais. Bien évidemment. Je crois qu'en fait, j'ai dû friser sur l'écran. C'est pas grave, les amis. En tout cas, si vous m'entendez, c'est le principal. Il y a ma photo et juste je dois avoir des problèmes de caméra. Il y a juste mes lèvres que vous voyez pas bouger. Dites-moi si vous m'entendez ou si vous m'entendez pas. En tout état de cause, je suis toujours là. Quelles ont été tes impressions, toi, un petit peu, sur ce match, Esa? Je sais pas si tu l'avais vu ou tu as eu le temps de le voir ou pas. Moi, j'avais regardé vite fait des highlights et j'avais suivi un peu le score, la compo. Donc, je vais être brève. Comme l'a dit Elvin, on a vu les intentions, on a vu ce vers quoi voulait se tourner Allegri. Et puis voilà, deux équipes de même niveau. Et on voit que les U23, à leur niveau en tout cas, sont très performants. Ils ont compris les intentions d'Allegri visiblement. Donc ceux qui sont vraiment très très talentueux pour faire tourner, pour peut-être intégrer le groupe pro et faire opposer les titulaires contre des équipes de bas de classement. Bah, il y en a peut-être deux, trois qui peuvent faire l'affaire. Donc non, voilà, c'était encourageant, c'était sympa pour un petit match de reprise. Non. Voilà, on va de toute façon en savoir plus après dès demain et lui tout, de toute façon. Ouais, Ça, c'est c'est sûr. clair. Non, mais franchement, ça a été top. Moi, j'ai trouvé que nos petits rookies avaient fait très belle rentrée, en tout cas. J'ai été agréablement surpris sur Soulé. J'ai trouvé que c'était un joueur très intéressant. En tout cas, ouais, je sais pas, moi, il m'a bien plu et c'était agréable de les voir. Mais bon, ça veut rien dire, hein, ces matchs de pré-saison, hein, comme Lionel dit. Hein, de toute façon, il n'y a pas les titulaires. Ils sont pas encore arrivés et c'est un peu très compliqué de dessiner en tout cas la Juve de demain et de cette année. Ce que je vous propose, c'est de refaire un petit retour sur la conférence de presse d'Allegri. Lionel, je te laisse prendre le lead sur le live ou toi, Esa, sur la conférence d'Allegri, tout simplement parce que j'ai plus de batterie, j'ai pas mon chargeur à côté de moi. Si mon téléphone, si mon ordinateur L'escroc. tombe, non mais si mon ordinateur tombe, il n'y a plus de live. Je reviens dans 2 minutes. Vas-y Lionel. Alors, mardi, il y avait la conférence de presse d'Allegri avec le président. Donc, tout d'abord, ils ont tenu à féliciter la Squadra Azzurra pour leur titre de champion d'Europe, puisqu'ils n'avaient pas pu le faire avant. Et puis après, Allegri a fait du Allegri pendant 40 minutes. Et ça fait du bien de revoir un entraîneur qui parle de foot et qui comme il a souligné, aime la Juve parce qu'il a refusé 2 fois le Real de Madrid pour la Juventus. Donc c'est quelque chose qu'il faut le souligner. Après, il a fait quelques déclarations un peu fracassantes, notamment celle sur Bonucci, où il explique que Bonucci ne sera pas le second capitaine, ni voire même le troisième, parce qu'il est parti au Milan AC, qu'il a perdu sa place, donc il ne peut pas prétendre à être capitaine, puisque, comme il a annoncé, ça se fait sur la longévité passée à la Juventus, donc l'ancienneté. Donc il y aura Chiellini, Dybala, Cuadrado. Voilà, ça risque de tourner sur ces 3 joueurs, je pense. Mais ensuite, la manière dont il a sorti ça, c'était très bien. S'il veut être capitaine, il va acheter un brassard et qu'il a joué sur. Celle-là, elle était folle. Après, il a souligné l'importance quand même de Chiellini, Bonucci et de Ronaldo, qui sont des joueurs qui ont vraiment de la bouteille par rapport à la future ossature d'équipe qui va être jeune, parce qu'il a rabâché que c'était quand même une équipe jeune avec beaucoup de talent et qu'il fallait s'appuyer sur ceux qui étaient déjà et qui avaient quand même une expérience assez élevée comme Chiellini, Bonucci et Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il a pu dire d'autre? Dybala au centre du projet, il veut le garder. On a bien vu sur les mots qu'il a dit que pour lui, Dybala fait vraiment partie de la Juventus de l'année prochaine. Donc, je vois pas comment il pourrait partir cet été. Il y a eu des mots aussi, des éloges sur Kulusevski. Du coup, j'espère qu'il va jouer quand même, Kulusevski. J'espère qu'il va jouer, Kulusevski. Il jouera. Il va y avoir 50, 60 matchs dans la saison. Et tout le monde va jouer, c'est obligé. Voilà, il a dit que c'était un excellent joueur, mais qu'il fallait qu'il progresse sur quelques points, qu'il allait tout faire pour le faire progresser. Donc, pour moi, ça a été un plaisir de le réentendre parler, parce que comme je vous le disais, depuis qu'il est parti,
j'ai quasiment écouté aucune conférence de presse de Sarri ou de Pirlo parce que ça parlait, pour moi, ça parlait pas beaucoup de foot. Et là, dès que Allegri parle, voilà, ça parle de foot, ça parle de compétition, ça parle de championnat où tout le monde pour le moment est à égalité. Voilà, contre Udine, il a dit c'est 3 points et tout le monde est à 0, donc il faut les 3 points directement, il faut bien partir. On voit déjà la gagne dans ses paroles. Donc ça m'a fait plaisir de le réentendre et j'espère que ces idées qu'il a dans sa tête, on pourra les apercevoir rapidement sur le terrain pour justement commencer le championnat qui commencera quand même assez fort parce que je crois qu'on a le Milan, Naples et tout qui arrive très rapidement. Donc il faudra commencer le championnat sur des chapeaux de roue pour grappiller le max de points immédiatement. Mais en regardant le championnat, il y a un moment donné où on joue des matchs de Ligue des Champions 2 fois par semaine quasiment. Ouais, c'est pas faux. Je sais qu'Elvin, il avait fait une petite vidéo, d'ailleurs, elle était hyper intéressante sur Cortomuso d'Allegri. Si tu veux nous en donner un petit peu des extraits, sans tout dévoiler, puisque je vous invite, vous auditeurs, à aller la voir sur sa chaîne YouTube. Mais en tout état de cause, Elvin, si tu veux prendre un peu la parole sur ce sujet-là, avec plaisir. En attendant, je vous annonce l'officialisation du prêt de Flabot à l'Hélas. Il est en. Ouais. Bravo. Ouais, je pense que toute personne, que vous soyez journaliste, tifose ou admirateur d'Allegri, je sais pas tout ce que vous voulez, on attendait un peu tous cette conférence, pas forcément pour l'aspect totalement footballistique, tout ça, mais pour le show, parce qu'on sait qu'Allegri, peu importe le mec, qu'il le déteste ou pas, on l'écoutera toujours, parce qu'il a une manière, un aura, etc., toujours fabuleux. Et puis ouais, forcément, on est obligé de lui parler de la fameuse théorie du cortomuso qui est venue célèbre, parce que même faut expliquer, même la Juve qui généralement est sobre sur les réseaux sociaux annonce l'arrivée d'Allegri d'une manière un petit peu bon voilà. Et oui, cette théorie du cortomuso, c'est une théorie qui dit que, en gros, pour simplifier, qui dit qu'Allegri, pour gagner un championnat, pour gagner une coupe, il faut un point de plus que l'autre, tout simplement. C'est bête, mais c'est la vérité. Et donc ça montre tout simplement qu'Allegri, peu importe le jeu, peu importe la manière, il a toujours la même philosophie, les 3 points avant tout. Mais c'est fabuleux quand on l'écoute dire ça. Non, mais c'est clair, vous en avez parlé justement de la fameuse histoire Bonucci. Si tu veux être capitaine, tu vas t'acheter un brassard sur la place de Turin. Vous en avez parlé, quoi. Mais c'est juste incroyable. Franchement, moi, il m'a régalé. Alors, avec son accent toscan, là, c'est incroyable, c'est incroyable. S'il parlait en français, en fait, il parlerait comme ça. Oh non, Bonucci, tu vas sur la place à Milan et voilà, t'achètes le brassard. Non, franchement, il est juste énorme, il me fait rigoler. Et, il a un accent incroyable. Après, c'est un coach de légende, bien évidemment. Je suis pas un grand fan absolu d'Allegri, mais en tout cas, ça me fait plaisir de le voir revenir après ces années de disette avec Sarri et Pirlo. Welcome back, Mister, parce que franchement, c'est cool. Et il a déclaré là récemment qu'en fait, on le savait tous à peu près, mais il a déclaré qu'il a refusé du coup le Milan AC pour pouvoir venir chez nous, et ça fait encore plus plaisir, quoi. Le Real. Le Real, excusez-moi, 2 fois, je suis fatigué. On a parlé de Milan AC avant le live, les amis, et avec Lionel, et du coup, je sais pas pourquoi c'est resté dans ma tête. Si on passait un peu rapidement maintenant tu voulais rajouter quelque chose, toi, Esa, excuse-moi, sur la conférence de presse de Mister ? Non, vraiment, tout a été dit. D'accord. J'ai apprécié l'épisode Bonucci, c'était incroyable. Voilà. Ouais, là, juste, c'était incroyable. Il y a Elvin il a parlé aussi des coups francs. Et il parlait de coups francs l'OM proche avec Dybala et Ronaldo. Ouais. Et il a dit aussi qu'il y allait sûrement avoir un tireur de coups francs droitier qui risquait d'arriver. Ok, d'accord. Bah justement, c'est dans le prochain truc, on va en parler. Mais en tout état de cause, ce que je veux dire, c'est que j'en ai marre de voir Cristiano Ronaldo tirer tous les coups francs. Sincèrement, les amis, je ne peux plus le voir. Je vais corriger ce que tu as dit.
Regarde, ta phrase, elle aurait dû s'arrêter là. J'en ai marre de voir Cristiano Ronaldo. Non, mais non, enfin, moi, Cristiano Ronaldo, tu peux pas en avoir marre. Après, le mec, il te marque 30 buts à la saison, quand même, il te fait gagner des matchs. Qui reste, je suis content, qu'il s'en aille et qu'on gagne de l'argent pour pouvoir faire autre chose. J'aurais été content aussi, tu vois. Mais en tout état de cause, c'est un foiré classe et je préfère quand même l'avoir dans mon équipe. De toute façon, ça, quoi qu'il arrive. Dites-nous, les amis, un peu ce que vous en pensez. Alors, je vais lire un petit peu le chat en attendant qu'Elvin se reconnecte. Par contre, il y a une phrase que Allegri a dit, et bientôt un bon joueur droitier capable de tirer des coups francs. Ouais, c'est ça. On va en parler un petit peu après. On sait qu'il parle de Pjanic, qui sera en train de revenir. Je ne sais pas si c'est Cherubini, mais là, la Juve tire trop sur la corde. Dans quel sens Enzo Soluive tire trop sur la corde? Dybala, je le vois pas capitaine. Bonucci, ce serait mieux que la Roya. Non. Non, Ça sera franchement. déjà en plus, Chiellini, déjà le titulaire. déjà, voilà, c'est ça. Non, alors par contre, alors oui, alors Dybala, effectivement, c'est vous savez tous, ouais, c'est ça, vous savez tous qu'à la Juventus, en fait, c'est en fonction des années passées que tu deviens capitaine, même si t'as l'ego. T'as l'ego de rien du tout, en fait, même si t'as pas d'ego et t'as pas de charisme. En tout état de cause, il y a moi ce que j'aurais bien voulu voir, c'est à la rigueur CR7 ou De Ligt. Ça aurait été intéressant de voir De Ligt. Mais bon, c'est vrai que Dybala c'est pas non plus le plus grand communicant et il respire pas le leadership comme pouvait respirer un Chiellini, un Buffon, un Del Piero, etc. Donc effectivement, je suis Ouais, complètement d'accord avec. Je suis pas d'accord. Tu ouais, vois. mais entre Bonucci et Dybala, enfin, Bonucci, c'est pas le mec le plus. Enfin, hors de son euro, parce que sur son euro, c'était différent. Ouais. Mais à la Juve, surtout depuis qu'il est parti au Milan et sa saison au Milan et les dernières saisons à la Juve, Ouais. c'est pas le plus grand communicant, c'est pas le meilleur sur le terrain, c'est pas celui qui a le plus de leadership non plus. Et il fait Salut beaucoup de Chris boulettes. 77. Je préfère à la rigueur Dybala. Peut-être que Dybala d'être mis au centre du projet officiellement devant les caméras par son coach. Qui fait des boulettes? J'ai pas compris. Tu parles de Chiellini? Je Non. parle de Bonucci. Ah, mais non, mais de toute façon, Parce que là, Bonucci, il a tout. la question, oui, mais la question, la remarque du chat, c'était plutôt Bonucci plutôt que Dybala. Et c'est là-dessus que je reviens, tu vois. Ah oui, Bonucci excuse-moi. plutôt que Dybala, quand tu vois les différentes saisons T'as de raison, Bonucci ces dernières années. Non, t'inquiète. Mais quand tu vois les dernières saisons de Bonucci ces dernières années, et que là, tu vois que Dybala, il est remis au centre du projet, il a 27 ans, le coach le dit officiellement devant les caméras, c'est le centre du projet, Dybala ou quoi, peut-être qu'il va se révéler une âme. C'est peut-être ça qui lui manquait, tu vois. C'est un excellent joueur, on le sait tous. Et peut-être qu'en fait, il lui manquait ce déclic de se dire voilà, j'ai 27 ans, je vais devoir devenir un leader, je vais montrer que je suis un leader, et ça va lui faire passer le dernier palier qui nous manque. Non, mais en fait, Peut-être pas, mais peut-être. tu vois, enfin, moi, je pense que la Juventus, elle a toujours eu des grands capitaines. On a eu Buffon pendant longtemps, on a eu Chiellini, on a eu Del Piero pendant longtemps, etc. Et c'était des gens quand même assez charismatiques à un moment donné, ou en tout cas qui prouvaient sur le terrain qu'ils pouvaient emmener une équipe, par l'exemple, tout du moins, tu vois. Malheureusement, c'est 1 an sur 2 sur Dybala quand même. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Je l'adore, je le trouve magnifique et je voudrais qu'il reste avec tout le temps. Et il y a notamment 2 ans, quand il a joué, il a fait une saison incroyable. J'étais fan de lui. Puis l'année dernière, en fait, avec ses blessures, son Covid, etc., force est de constater que c'est 1 an sur 2. Donc potentiellement l'année prochaine, peut-être qu'il va faire ce saut de qualité-là. Et tu as raison, Eza, et c'est tout le mal que je lui souhaite. En même Après, temps. pour un vice-capitaine, ça me dérange pas. Tu vois, le Non, capitaine, on c'est sait que c'est clair. Chiellini dans Ouais, tous les cas. ouais, c'est clair. Et l'année, ouais, non. Par contre, il y a une phrase qu'Allegri a dit, et bientôt, ouais, etc. Attendez, salut Elvin, t'es de retour. Que Allegri a dit cette phrase dans ma tête, je me suis dit, il n'a pas changé depuis 5 ans. Ouais, effectivement. Bon, allez les gars, on va commencer. Elvin est revenu. On va enchaîner sur le mercato. On nous a parlé d'un droitier. Elvin, est-ce que tu as des nouvelles sur Pjanic? C'est un peu le sujet un peu chaud. Est-ce que Pjanic est de retour? Est-ce qu'il va se faire prêter? Quelles sont les modalités, etc. Et qu'est-ce que tu sais, toi, sur ce sujet-là? Vous savez très bien, c'est pas un secret que lui reviendra à Turin à pied s'il pouvait, parce que le lien qu'il a avec la ville, etc. Mais après, j'ai envie de dire, aux yeux des supporters, au vu des paroles qu'il a eues après son départ de la Juve, je sais pas si vous vous souvenez, comme quoi le Barça c'était son rêve, le Barça était le club. Donc il y a eu une petite cassure entre lui et les tifos, mais lui et la Juve, il y a toujours eu de très bons liens. Et après, forcément, on a parlé de Pjanic parce qu'il y a eu le retour d'un homme à la Juve.
Allegri, et vous connaissez l'histoire entre Pjanic et Allegri, les relations sont quand même excellentes. Maintenant, ce nom, il est sorti d'où? Tout simplement parce que le joueur ne rentre plus dans les plans du Barça, parce que Pjanic, à l'heure actuelle, difficilement ira dans un autre club au vu du salaire. Donc, pour trouver une rumeur, elle est simple. La Juve, retour d'Allegri, il connaît la società, il connaît l'ambiance, il connaît l'environnement. Donc, pour l'instant, c'est une rumeur qui n'a jamais trouvé de confirmation parce qu'il n'y a jamais eu de contact direct entre les deux clubs, entre la Juve et Pjanic. Certains parlent d'une alternative à Locatelli. Non, honnêtement, c'est pas une alternative. Ça peut le devenir et encore une fois, le nom Pjanic, il reste quand même à tenir en considération. Pourquoi? Parce que ça peut être une opportunité de fin de mercato. À la Juve arrive par chance avant de Ramsey. Si avant Ramsey, derrière, elle a l'occasion, pourquoi pas, de prendre un autre milieu. Pjanic peut être cette opportunité. Mais à l'heure actuelle, penser que Pjanic puisse venir alors qu'aucun autre milieu va partir, pour le moment, à l'exception, je le rappelle, de Locatelli, qui peu importe le nombre de milieux qui arrivent ou qui partent, tout ce que vous voulez, Locatelli est la priorité absolue. Autrement, aucun autre milieu arrivera parce qu'il n'y a pas d'arrivée sans sortie. Et pour le moment, le nom de Pjanic, ce sont plus des rumeurs qu'autre chose. Il n'y a absolument rien entre la Juve et Pjanic. D'accord, merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. Un petit tour de table, est-ce que vous serez content de Eza, est-ce que tu serais contente de le voir revenir, en tout cas, Pjanic? On voit que Dark Monster, il dit non, pas Pjanic, la façon dont il est parti. Je suis complètement d'accord avec toi. Et il se met à pleurer pour aller au Barça. Je suis plutôt d'accord avec lui, mais pas par rapport à la manière dont il est parti. Est-ce qu'il était vraiment en train de pleurer parce qu'il voulait aller au Barça ou pleurer parce qu'il allait au Barça? Voilà. Moi, je pense en fait surtout qu'il était cramé quand il est parti. Il est parti au Barça et il a montré qu'il n'était pas de retour. Donc physiquement et mentalement, il n'est pas de retour pour être au haut niveau. Est-ce qu'il a encore le niveau en revenant à la Juve de jouer et de faire et de donner les performances qu'il donnait au début? Moi, je suis pas convaincu du tout de ça. Alors, comme l'a dit Elvin, tu vends Ramsey, tu récupères Pjanic. Je préfère Pjanic en fauteuil roulant que Ramsey en pleine possession de ses moyens. Donc, ok. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'intérêt pour moi à le récupérer aujourd'hui. Après, qui nous montre peut-être des bonnes performances, et là, pourquoi pas. Pour toi, Lionel, qu'est-ce que tu penserais? Ben, pour moi, c'est une opportunité, comme je disais Alvin, de fin de mercato. Si Ramsey part, bien évidemment, Pjanic peut être une opportunité. Et comme disait Edza, même je prends un Pjanic les yeux fermés par rapport à Ramsey. Ça, c'est une certitude. Même le Pjanic qu'on a vu sur la dernière saison à la Juve et à Barcelone la saison dernière. Très bonne question à Denzo. Est-ce que vous savez si justement Ramsey, par rapport est-ce qu'il a des offres ou pas? Non. Non. Après, peut-être de Cardiff, quoi. C'est difficile que le joueur plaît à de nombreux clubs anglais, c'est vrai. Hein. Je veux dire, il y a eu des intérêts de nombreux clubs anglais. Maintenant, entre aimer et réellement pouvoir l'acheter, surtout dans ce cas-là, c'est compliqué parce que on parle d'un joueur qui a un salaire vraiment très conséquent, beaucoup trop conséquent. Il faudrait qu'il baisse. Parce que même si les clubs anglais sont pas à la peine économiquement, je veux dire, aujourd'hui, aucun club va te mettre plus de 7 millions de salaire sur Ramsey parce qu'ils savent que la fiabilité, elle est pas top. Le transfert aussi. Enfin, je veux dire, la Juve a l'occasion de faire une plus-value. Donc, est-ce qu'un club aussi est capable de mettre du cash sur Ramsey? Là aussi, c'est une question. Donc, il y a toutes les difficultés à l'heure actuelle pour vendre Ramsey et ça va être compliqué. Ça va pas être une opération simple. Non, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Excuse-moi, Lionel, on t'a coupé. Non, il n'y a pas de souci. Ben que Pjanic en rotation, en étant 4e ou 5e milieu, il connaît la Juventus, il connaît Allegri. Ça peut être une bonne surprise. En titulaire, bien évidemment, non. Mais pour jouer les matchs de Coupe d'Italie ou pour faire souffler les titulaires, pourquoi pas? Ça peut être une bonne opportunité, surtout s'il vient en prêt et que le Barça prend en charge une bonne partie du salaire. Tu arrives à te débarrasser du salaire de Ramsey et tu récupères Pjanic avec un salaire faible parce que c'est le Barça qui prend une partie. Pas faux. Ça peut être jouable. À préciser, ouais, parce que la stratégie de la Juve, elle a changé maintenant, c'est-à-dire que elle ira plus prêter un joueur
pour payer son salaire. Et vous allez me dire, mais elle a prêté Piaka. Ouais, mais le salaire de Piaka est payé entièrement par le Torino, par exemple. Donc, elle prêtera plus des joueurs pour payer, et c'est c'est la Juve qui paiera le salaire. Donc, pour Pjanic, j'ai du mal à penser qu'en cas d'arriver en prêt de Pjanic, puisqu'il arrivera seulement, si possible, en prêt, ça soit la Juve qui paye intégralement le salaire. D'une, il est trop élevé pour que la Juve le fasse, et de deux, ce n'est plus dans la politique du club. Donc, comme l'a dit Lionel, en fait, il va falloir toujours c'est comme l'opération Icardi, je l'exclurai jamais, tu vois, je veux dire, c'est toujours des opérations, faut être vigilant. Pjanic, faut être vigilant, même si à l'heure actuelle, je répète, il n'y a rien, parce qu'encore une fois, on fait un mercato, s'il y a l'opportunité qui s'offre, on connaît Pjanic Juve, on connaît Pjanic Allegri, il va pas falloir fermer la porte. Allez. Et puis le 8 août, il y a le trophée Gamper à Barcelone. Et là, peut-être, ça risque de discuter un peu et de peut-être ouvrir des négociations pour la fin du. Ouais, peut-être. C'est une possibilité, oui, pourquoi pas. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, les gars, on passe à un sujet assez brûlant. Que tout à l'heure nous a annoncé Elvin. Tout à l'heure, il y avait, moi, ce que je lisais sur la toile, c'est que Frabotta était en train de passer visite médicale pour les Las Véron, qu'il y a eu les fins de discussion aujourd'hui ou hier soir pour des ajustements administratifs, etc. Et que finalement, donc, l'officialisation est tombée là récemment. Il va être prêté à l'Hellas Vérone. Est-ce que en fait, il sera prêté à l'Hellas Vérone pour retour avec option d'achat, ou alors il reste pour faire un peu ses gammes sur l'Hellas Vérone? Ça sera un prêt jusqu'en fin 2022, 30 juin 2022, prêt avec droit de rachat qui deviendra obligation avec certaines conditions, qui remplit certaines conditions. D'accord. Donc en tout cas, ça veut dire tout simplement que la Juventus n'est pas en train de compter sur lui finalement, sauf cas extraordinaire où il passe une grosse saison. Ça veut dire que il ne fera pas partie des plans, en tout cas sur du long terme. Autre petit prêt aussi sur, je suis pas sur des petits joueurs, mais parce que c'est intéressant, il y avait Félix Correa qui était un peu le chouchou d'Amine entre guillemets, qui aimait bien Félix Correa. On sait qu'il va être prêté en Serie A pour être évalué par Allegri, parce qu'aujourd'hui il joue en U23, en Série C, et le sujet c'est de se dire est-ce qu'il est capable de faire ce saut de qualité-là pour venir jouer dans un top club mondial en équipe première à la Juventus. Donc ils vont essayer de l'évaluer, en tout cas dans un club inférieur. Est-ce qu'on a des Lionel, Eza, enfin je vous pose la question un peu tous les trois, prenez la réponse, celui qui a la réponse. Est-ce que vous savez s'il y a des avancées sur le sujet, si on sait si on va le prêter ou pas finalement? Ben déjà, il a changé d'agent. Il a le même il est agent passé à celui de Bonucci, non? C'est ça que Bonucci, là, c'est Lucci, je crois, qui s'appelle. Ouais. Donc, s'il change d'agent pendant le mercato, c'est que peut-être il a une volonté aussi de trouver un club pour pouvoir s'aguerrir en Serie A. Pour le moment, il n'y a pas de nom qui sortent, mais ça peut, d'ici les semaines qui arrivent, ça peut arriver. Ça ne m'étonnerait pas qu'il aille jouer dans un, j'allais dire petit club, mais style, voilà, les Las Véron, Cesena, Venise. Voilà, des promus qui peuvent l'accueillir et qui, exactement, voilà, qui peuvent être intéressés par son profil. T'as des nouvelles, toi, Elvin, toi, du coup, sur lui, ou pas du tout? Non, je sais qu'il est considéré au sein de la Società comme un des joueurs qu'il faut absolument garder, dire qu'il faut pas s'en séparer. C'est certainement celui qui a fait le plus gros saut de qualité lors des dernières saisons. Du moins, faut voir les choses comme elles sont. C'est le seul qui, en fin de saison, a réussi à s'intégrer plus ou moins dans l'équipe pro, même s'il n'a pas joué avec continuité. Mais voilà, l'envie de la Juve, voilà, c'est de lui donner du temps de jeu parce que la concurrence cette saison va être beaucoup trop rude. En plus, avec la possible arrivée de Caio George, ça complique encore plus les choses. Donc, les intentions, c'est de le prêter. Il y a des intérêts de clubs étrangers, pas que d'Italiens. On verra, mais on verra, ouais. Bah justement, garde la main. C'était une très belle transition avec Caio George. Qu'en est-il du dossier? On sait qu'il y a un accord entre la Juventus et le joueur, mais que les deux clubs avec le Santos doivent s'entendre. On parlait de 1 à 2 millions d'euros. La Juventus n'a pas envie de payer parce qu'il part libre dans 6 mois. On en est où sur cette situation-là? Ici, la Juve a de plus en plus l'envie de le ramener dès cet été. Elle devra payer une indemnisation, comme vous le savez, mais l'indemnisation qu'elle aimerait payer, c'est de 1 à 2 millions d'euros.
donc pas énormément. Elle est forte du préaccord qu'elle a avec le joueur. Et il faut savoir que Santos est furieux de l'entourage du joueur parce que Santos avait conclu un accord avec Benfica pour un transfert 6 millions de 5 à 6 millions d'euros. Donc, il y a une énorme différence. Après, c'est compréhensible que le joueur veuille aller dans un championnat un peu plus, on va dire, fort que le championnat portugais. On sait qu'il y avait Milan qui était dessus, la Juve était dessus, et donc la Juve a battu toute concurrence. Maintenant, il n'y a plus de gros doutes sur savoir s'il sera un joueur de la Juve ou pas. Tout semble dessiné. Maintenant, la vraie question, c'est quand. Est-ce que la Juve le prendra gratuitement cet hiver? Mais le joueur voudrait aller au plus vite à la Juve pour ne pas être perdu à zéro par respect pour son club formateur. Et d'un côté, Santos aimerait arriver à une somme un peu plus haute que les 1-2 millions d'euros. Mais dans tous les cas, ils sont dans une situation défavorable puisque pour pas le perdre à zéro, ils sont obligés de le vendre dès cet été. Donc, c'est une situation assez compliquée. Là, il y a eu des rumeurs comme quoi, je sais plus, un membre de Santos a parlé, je sais pas si vous avez vu, mais c'est des Qui était en contrat jusqu'en 2023, c'est ça? Non, il y a rien de vrai. Il est en fin de contrat là. Et maintenant, comme je dis, la vraie question, c'est savoir quand. Même son entraîneur a dit juste avant le match en disant on espère le garder jusqu'en décembre et la fin de son contrat, mais ça va être l'entraîneur, compliqué. c'est logique. L'entraîneur, c'est logique parce que la Serie A brésilienne, elle se termine à ce moment-là. Voilà, ça veut dire qu'il a son contrat qui termine là et pas en 2023 comme ça a été annoncé par un des dirigeants. Il me fait rire, il y a Enzo sur le Juve qui est en train de péter un câble avec dans le chat avec le transfert de Locatelli. Et comme je connais Enzo, je l'imagine pester. Mais j'en ai marre. Qu'est-ce qu'ils font? Non, on t'embrasse Enzo. On t'embrasse. Caio Jorge, de toute façon, je pense qu'il y a un gros problème. Santos est perdant dans les deux cas. C'est soit ils le vendent maintenant, ils sont en galère pour la fin, pour les 6 mois de championnat. Enfin, la moitié de championnat qu'il leur reste à faire, mais ils perdent pas d'argent, soit ils perdent de l'argent parce qu'ils le laissent partir libre, mais ils font un bon dernier championnat, quoi. Mais ils n'ont pas de thunes après pour remplacer. Personnellement, on en a parlé un petit peu en off avec les amis en se disant est-ce que c'était un bon recrutement Caio Jorge? Alors si c'est une pépite, effectivement, ça peut être un bon recrutement sur l'avenir pour la Juventus et de le laisser un peu grandir chez nous. Mais en même temps, vu du joueur, je comprends qu'il veuille venir à la Juventus. Mais en même temps, en termes de stratégie, je me dis qu'il aurait eu beaucoup plus de visibilité du côté de Benfica, puisque aujourd'hui, il aura la route barrée par un Chiesa, un Cristiano Ronaldo et un Dybala, et voir Morata devant lui, donc il sera en 5e couteau. Je me suis posé la question quel était son intérêt, lui, personnel. Bon, certes, ça prouve un amour peut-être potentiellement pour la Juventus, et j'en suis content. Mais en termes de choix de carrière, je trouve ça assez curieux. Moi, je suis toujours un peu curieux de ces jeunes-là. Après, à Benfica, c'est quand même un peu le bazar depuis l'année dernière. Donc, il n'arrive pas dans un club qui est hyper serein. C'est avec l'entraîneur, il est plus aussi serein qu'avant. Le club tangue un peu. C'est pas le Benfica d'il y a quelques années. Et comme je te disais, certes, il arrive à la Juve, il y a Cristiano Ronaldo. Il y a Alexandro, il y a Danilo, il y a Arthur, il y a quand même des gens qui parlent il y a un noyau portugais. Il y a un noyau aussi brésilien aussi. Donc ça peut, c'est pour ça aussi qu'il peut choisir aussi la Juventus. Moi je comprends qu'il puisse choisir la Juventus et moi aussi j'aurais été directement. Mais en même temps c'est un Brésilien. Vous savez très bien que le football portugais est plus similaire à un football brésilien, plus porté vers l'avant, etc. et un peu plus technique entre guillemets que celui italien qui est beaucoup plus tactique, plus lourd, beaucoup plus rapide aussi. Mais bon c'est autre chose. Et il y a la Coupe du Monde dans un an et demi. Non, mais peut-être. Est-ce qu'il veut pas se montrer rapidement? Bah ouais, mais tu vas pas te montrer en 5e attaquant, tu vois. Enfin, moi, mais si, mais moi je pense à autre. Je pense à autre chose. Je suis pas d'accord avec toi, Titou, sur le côté 5e attaquant. Il sera 4e. Il sera pas 5e. Il sera 4e. Déjà, il sera 4e. Et même s'il était 5e, à la rigueur, on est en 4-3-3. T'as besoin de 6 personnes. Il peut tourner au poste. Il aura de la visibilité s'il est bon et s'il joue. Autre chose, s'il signe un gros contrat avec la Juve, peut-être que c'est dans l'optique de le prêter. Pour une demi-saison, une saison qui se fasse un peu plus les armes. Non, mais peut-être. Je pense que s'il arrive, il restera directement. Non, je pense pas. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est possible. Mais dans tous les cas, le Portugal, actuellement, tu as de toute façon moins de visibilité en jouant tous les matchs que la Juve en jouant quelques matchs.
Et puis numériquement parlant, si on réfléchit bien, évidemment, le joueur comme nous ne connaît pas exactement la stratégie d'Allegri. Mais numériquement parlant, comme numéro 9 pur, il a qui devant lui? Morata. Mais alors, ouais, mais alors, C'est ça. non, mais attendez, les gars, parce que, en fait, Dybala peut jouer aussi en faux numéro 9, il y aura Oui, c'est Morata pour ça que dessus, et, C'est un faux, et, c'est pas et, un, et c'est tous pas un les pur. Voilà, highlights c'est ça. enfin, moi, je l'ai vu que sur des highlights, donc je vais parler sur des brèves vidéos et pas plus. À chaque fois, je l'ai vu partir du côté droit et que c'était un joueur un peu la Kulusevski qui avait besoin de profondeur. Des lacunes sur son contrôle de balle ou sur sa conduite de balle, mais bon, ça, c'est des Et, ajustements et qui peuvent il, s'ajuster il est facilement de droitier, toute non? façon. Si je me trompe pas, il est Les droitier. droitiers, ouais. Il Et me j'ai semble, vu mais je justement sur l'ai plusieurs vu aussi. vidéos qu'il marquait pas mal de coups francs et il est droitier. Est-ce que c'est le joueur qu'Allegri parlait? Ah, Ouais. peut-être. Mais ouais, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Mais en Non, moi, tout je cas, trouve qu'à bienvenue à 19 ans, Caio Mais bon, Georges, hein. Bienvenue, je hein. trouve s'il qu'à arrive 19 ans, il a un bon niveau. s'il arrive pour 1,5 million, 2 millions, c'est d'où pas le une risque. grosse, Il n'y a pas de c'est ça, c'est risque. pas un Il n'y a risque. pas de risque. Si c'est un flop, il repartira pour autant d'argent. Ouais. Donc, Mais il y moi, a je suis zéro risque non, là-dessus. mais Lionel, moi, pour le coup, je suis content qu'il vienne à la Juve, hein, qu'il ait choisi la Juve, hein. Moi, je me posais juste la question de par rapport au joueur, vu du joueur. Enfin, moi, Bah, si j'ai 19 ans et demain, je dois avoir un plan de carrière, moi, j'aurais peut-être choisi différemment. Après, c'est des choix et il fait ce qu'il veut. Et puis, moi, en tant que Juventino, je suis hyper content de le voir arriver à la Juve, hein. Après, il faut savoir que la Juve, depuis des années, mais comme tout grand club européen, place des scouts au Brésil. C'est ce qu'elle avait fait pour Gabriel Jesus, où pendant 3-4 mois, les scouts étaient présents à Flamengo pour chercher Gabriel Jesus. Bon, la suite, vous la connaissez, c'est City qui le prend. Mais pour Caio George, c'était pareil. Et c'est pareil pour des centaines de Brésiliens. Et bah, si les scouts bien connaissent ont repéré Caio George, c'est qu'il y a une raison, j'ai envie de dire. Après, ils peuvent se tromper. Ça fait partie du processus. Mais la ligne, elle était toute tracée, comme je vous l'avais dit. Le quatrième attaquant, c'était quoi? Un profil jeune, minimum U23, voire en dessous, et à faible coût. Là, on est dans un transfert Pile gratuit. poil dans la cible. Voilà. Donc, ça rentre parfaitement dans la logique. La Juve n'a absolument rien à perdre. Et comme j'ai dit, selon moi, Kyle George ne prend pas énormément de risques. Certes, il y a de la concurrence, mais devant, il n'y a pas, en pur numéro 9, il n'y a qu'un mec devant lui. Mm. Oui, Enzo, il Et est ça fait, numéro et 9, ça mais fait il peut plus jouer d'un, sur le côté droit et aussi. ça fait plus d'un an et demi que la Juve le suit, parce que même au mercato précédent, le mercato on d'été en parlait. précédent, on a en parlé pour pouvoir le recruter. Donc, quand il y avait les Keane, quand il y avait les Morata, quand il y avait les Dzeko, Caio George, ça faisait partie des joueurs dont la Juve était en train de regarder. Et là, tu te dis, c'est un joueur qui potentiellement, quand tu vas sur Transfermarkt, vaut 12 ou 15 millions d'euros, et tu vas le choper pour 1,5 million d'euros. Donc, Non, Voire c'est gratuit un si tu le pari. chopes en décembre. ah, c'est bon. C'est ça. Donc, Moi, je suis c'est un convaincu, les peu- gars. Non, mais Après, quand tu regardes ses stats, il marque pas beaucoup de buts, hein. Et je crois que cette Non, année, il a marqué il 2 a une buts mauvaise sur. finition. Et Vous voilà, regardez, hein, les amis, il a hein. Allez. 19 ans, il va jouer quatrième attaquant, il va s'entraîner tous les jours aux côtés de Ronaldo, de Dybala, de Morata. Il peut qu'apprendre. Il peut qu'apprendre. Donc, c'est pour ça. moi, c'est un attaquant de complément à bas prix. Quand tu vois que la Roma, ils prennent Shomorodov à 20 millions d'euros, ben, qu'est-ce qu'il a montré, Shomorodov, en plus? Pas des masses. Il est Et là, nous, on acclimaté va à la prendre. Serie A hein, quand même. Oui, voilà, il n'y a que ça. Et après, quand tu vois, voilà, Caio Georges, tu vas la payer 1,5 million. Donc voilà. Mais, D'un côté, tu en as un qui va le prendre 20 millions et de l'autre 1,5 million. mais pour répondre aux questionnements de Titou, si je suis joueur et que je me mets à la place de Caio Jorge, bah, actuellement, tu as Benfica où c'est le bordel. Et Mais c'est pas tant le t'es bordel que potentiellement ça. même. Ça a été un peu sur Attends, le bordel sur la fin de l'année. C'est qu'ils sont attends. quand même en Coupe d'Europe. Ils jouent quand même le championnat à chaque Ah, fois mais ou c'est la pas une Coupe. question de jouer le Mais championnat, non, la la Coupe Coupe d'Europe. d'Europe ou ce que Mais tu veux. si, c'est un grand club quand même. Benfica, arrêtez. C'est pas le petit Ah club non, on dit derrière, pas que hein. c'est un grand Et les club. supporters C'est de pas On les dit pas que Benfica, Lazio, c'est pour hein. ça. Oh Non, mon Dieu. mais non, je suis pas Non, mais supporter de. Et je serais plutôt portiste, pour dire la vérité. Je suis c'est Porto. encore Je suis pire. pas Je du peux tout finir? Je peux finir 2 secondes? Mais Je non, te mais dis pas que c'est un petit club. tu me dis des trucs, mais. Je te dis juste, comme l'a souligné Lionel, ça a été un peu le bordel ces derniers temps. Au niveau du board, il y a eu des remous. Je te dis pas que c'est un petit club, je te dis pas qu'ils ont fini 15e. Je te dis, en ce moment, il y a eu un peu le bordel, il y a eu des remous. Il sera potentiellement un des meilleurs attaquants en allant à Benfica. Là, il va apprendre auprès de Dybala, Ronaldo, etc. Il a de toute façon plus d'exposition dans une Juventus entraînée par Allegri qu'un Benfica.
c'est d'un point de vue mathématique, il aura plus d'exposition juste par le fait qu'Ayo Georges a signé à la Juve. Ça va faire les titres partout. Non, mais alors il aura plus d'exposition. Et les gens vont le suivre. Il va être peut-être soit inhibé à cause des grands phénomènes qu'il a à côté de lui, soit ça va le faire apprendre. Ça dépendra lui et de sa mentalité. C'est ça. Soit ça va le motiver. Sauf qu'à Benfica, il n'a pas cette option-là. Il a juste ça, c'est vrai. J'arrive, je suis dans un chausson. C'est vrai. Après, il y en a d'autres qui sont. Enfin, ça dépendra de la philosophie du joueur et on pourra juger en tout cas d'ici 3-4 mois, voir un petit peu ce qu'il donne. J'espère. Moi, j'espère le voir arriver. Hein. Ouais, déjà qu'il arrive, oui. Allez, le gros sujet du mercato juventino, c'est Locatelli. Il vient pas. Il a un accord avec la Juventus. On sait qu'il veut la Juventus. Les deux, Sassuolo et la Juventus ont du mal à s'entendre. La Juventus ne veut pas payer ce que demande le Sassuolo. Où est-ce qu'on en est? Elvin, nous, de nos informations chez Tutti Juve et via Juve Insight, on sait que il y a un premier, ça serait un prêt sur 2 ans avec option d'achat. Première année de 5 millions, deuxième année de 5 millions. Ouais, avec obligation d'achat. Première année 5 millions, deuxième année 5 millions également, et enfin l'obligation à 30 millions. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer sur Locatelli? Où est-ce qu'on en est? Comme vous l'avez dit, les chiffres, c'est à peu près ça. Maintenant, de ces chiffres-là, au-delà de tous ces chiffres-là, justement, le truc qui intéresse le plus Sassuolo, c'est de se rapprocher les plus des 40 millions d'euros, point. Et aujourd'hui, vous le saviez, il y avait une 3e rencontre programmée. Je vais pas dire que c'était une rencontre qui n'était pas importante, mais c'est une rencontre qui, de ce que je sais, ne semblait pas, comment expliquer ça, qui était une première phase de contact pour savoir à peu près la Juve ce qu'elle voulait faire. Voilà. Il y en aura d'autres. Enfin, je pense que d'ici la fin de semaine, on sera largement mieux scellé sur ce sort-là. Et donc, il y a eu un contact téléphonique entre Società. Ils ne se sont pas rencontrés aussi parce que vous le savez, la Juve est dans une bulle sanitaire. Maintenant, voilà, la nouvelle offre de la Juve que je ne connais pas à l'heure actuelle n'a pas satisfait Sassuolo. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus des 40 millions d'euros de la part des Neroverdi. Carnevale, hier, il est clair. Je veux dire, lui-même confirme le souhait de Locatelli, c'est la Juve. Sassuolo a donné la priorité à la Juve. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a tous les éléments afin que cette opération puisse se conclure positivement. Moi, honnêtement, que cette opération ne soit pas conclue aujourd'hui, le 30 juillet 2021, je suis pas inquiet. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle n'est pas conclue aujourd'hui qu'elle sera pas conclue demain. Maintenant, je peux comprendre que le tifoso Bianconeri soit énervé parce que cette opération prend du temps, parce que pour un joueur où tu as toute la route tracée, que ça prenne 8 ans, c'est pas forcément normal. C'est vrai. Mais quelque part, c'est aussi compréhensible dans le sens où la Juve sait qu'elle a aucune concurrence finalement. Non pas parce que Sassuolo n'a pas d'offre, parce que quand le joueur veut la Juve. Voilà, que le joueur va absolument la Juve et que Sassuolo derrière, malgré les offres qu'elle a, parce qu'elle a du cash d'Arsenal, elle a du cash d'un autre club anglais, probablement de Liverpool, d'une offre du Borussia Dortmund. L'équipe, elle est tranquille. Sassuolo, ils sont tranquilles. Donc, si ça saute, ils ont, pourquoi pas, une roue de secours, même si la volonté du joueur, en cas où ça saute, c'est de rester en Italie. Donc, Sassuolo, ils ont aucun problème. Maintenant, la Juve a toute la route tracée avec la volonté du joueur et la volonté de Sassuolo. Avec un peu de bon sens, avec un peu de patience, l'opération se fera. Vous inquiétez pas. Et je pense que la prochaine rencontre qui risque d'être réellement une prochaine rencontre sera la bonne. Ouais, mais j'en suis complètement convaincu également. Ça confirme en tout cas toutes les informations qu'on avait en interne. Chez toi, Lionel, tu voulais me dire quelque chose tout à l'heure, excuse-moi. Carnevale, comme je le disais, c'était la première fois où il ouvrait vraiment la porte à la Juventus. Depuis le début, on n'entend pas parler. Et hier soir, il exprime vraiment que la volonté de Locatelli, c'est de signer à la Juve. Et que eux, ils vont tout faire pour le contenter. Il faut l'offre juste. Et qu'ils aimeraient quand même qu'il reste en Italie. Donc, c'est vraiment, il ouvre quand même très grand la porte pour une négociation pour la Juventus. La Juventus, comme le disait Elvin, c'est la volonté du joueur et donc elle sait que c'est le seul club qui pourrait attirer Locatelli, sachant qu'en plus il y a la crise du Covid. Donc, si la Juve arrive à grappiller 3, 4, 5 millions, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et Cherubini arrive à Bene. Il avait dit dès le départ, nous, on n'est plus là pour ouvrir les vannes. Au contraire,
On va essayer de négocier un max et d'avoir quand même les prix que l'on veut. On va pas lâcher les sous comme ça. Et on voit que ça négocie un peu. Ça me rappelle certaines négociations à l'époque où il y avait Marotta, pardon, où ça chipotait pour quelques millions. Mais sincèrement, je pense que d'ici mardi ou mercredi grand maximum, Locatelli sera la Continassa, très probablement. Ben aussi parce que, désolé de te couper, Titou. Non, j'ai vas-y. fini. Aussi parce que les Italiens de la Juve reviennent le 2 et les Italiens de Sassuolo, que ce soit Raspadori et Locatelli, terminent leurs vacances le 2. Donc la volonté du joueur aussi par respect pour Sassuolo, ça serait de ne plus retourner à Reggio Emilia pour s'entraîner et directement arriver à la Cantinas avec la Juve. Donc je pense que pas forcément demain, mais d'ici quelques jours, la Juve va vraiment tout faire pour conclure au plus vite l'opération. Bah ouais, ça serait Et après, juste les paroles Ouais, bien de sûr. Carneval hier sur le coup de pression, on va dire, sur la Juve, du fait de le 8 août, on ferme notre mercato, etc. C'est logique. Je veux dire, le Carneval, qui est l'administrateur délégué de Sassuolo, il a un objectif. En tant qu'administrateur délégué, c'est conclure une opération. Au bout d'un moment, il voit que l'opération prend un peu de temps. Lui, c'est très bien que l'envie du club, son club, c'est de vendre Locatelli à la Juve, et la Juve, c'est d'acheter Locatelli. Donc mettre un petit coup de pression à la Juve, tu vois, les amis, on sait que tout est libre, etc. Mais il va falloir un petit peu se dépêcher. Locatelli revient le 2 août, donc c'est plus un coup de pression qu'autre chose. Puis même pour nous, ça serait bien de le faire démarrer avec l'ensemble de l'équipe, des titulaires sur la reprise, avoir une préparation ensemble, capter les mouvements de l'équipe, travailler ensemble sur des nouveaux concepts. On a un nouvel entraîneur, nouvelle équipe, nouvel effectif, nouveaux collègues. Et c'est maintenant que ça se travaille une année, hein. C'est pas après. Donc ce serait important quand même que le board Juventino puisse accélérer et chercher l'argent, aller gratter les fonds de tiroir si nécessaire. Allez. Et puis, Sassuolo a déjà trouvé son remplaçant. Là, il y Qui a est au peut-être ça Brésil, aussi. qui est Matheus Pereira, je crois. Mm. Donc, ils ont déjà le remplaçant de Locatelli, donc ça devrait se faire assez rapidement, je pense. Allez, J'avais une question pour Elvin. Ouais, vas-y, non, vas-y. Bah, vas-y. S'il avait des infos sur le transfert de Douda Peters. Non, Douda Peters, c'est un joueur qui est suivi depuis pas mal de temps par de nombreux clubs. La volonté, ça serait de l'envoyer en prêt pour pas perdre le contrôle sur le joueur, parce que de ce que je sais, c'est un des joueurs des U23, pareil, qui a le statut de le mieux, ça serait de pas le perdre, on va dire, de garder un contrôle sur le joueur. Donc, la Juve veut l'envoyer en prêt pour continuer à s'améliorer. Il a beaucoup de demandes, notamment de l'étranger, un peu de l'Italie, mais notamment de De l'étranger. Ligue 1 surtout. Brest et Lorient, non? Alors ouais, On avait entendu. il y a des intérêts apparemment de Brest. Alors j'ai pas eu de confirmation là-dessus, mais c'est possible. Hein, il y a un intérêt peut-être de Brest, tout ça. Mais en tout cas, la volonté de l'envoyer en prêt pour continuer à s'améliorer, parce que la Juve, si elle l'envoie en prêt, il faut l'interpréter comme ça, c'est qu'elle croit en joueur. C'est pas parce que tu envoies en prêt le joueur, c'est que tu crois pas en lui. Justement, c'est pour lui donner temps de jeu, parce que tu sais que dans l'équipe première, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, Douda Peters est loin à l'heure actuelle de pouvoir s'imposer dans l'équipe première, mais la Juve veut garder le contrôle sur le joueur. D'accord. Autre sujet un peu brûlant, quand même, le renouvellement de Dybala. On sait que Georges Antoun était dans les environs de Turin récemment. Est-ce qu'il y a ouais, je sais. Est-ce qu'il aurait une prolongation à la hauteur financière espérée? On a parlé beaucoup de 15 millions, on a parlé de 12 millions. Aujourd'hui, on parlait plus aux alentours de 10 millions avec les bonus inclus. Est-ce que tu as des visibilités sur ce sujet-là? On a aussi que Georges Antoun, merci Lionel de nous avoir apporté toutes ces informations-là, souhaitait également mettre une clause de vente à 50 millions. Est-ce que tu as des informations? Non, pas 50. Non. Ça, c'est quand je t'avais parlé, la clause, c'était un exemple. Mais la clause on ne sait pas du tout le montant de la clause. Bah, moi, je l'ai lu sur rachat. Twitter. Alors, du coup, peut-être c'est pas toi, mais je l'ai lu à 50 millions également. Alors, peut-être que c'est On a eu c'est une l'info. fake news, hein. Moi, On avait ça m'étonnerait que la clause soit à 50 millions. Alors, ils ont demandé Non, mais on avait discuté 70-80. ensemble. Oui, non, mais alors, ce que j'ai lu, ça me revient, c'était 70-80, mais que Antoun demandait 50 millions. Je crois que je l'ai lu sur tutoyouf.com. Vous pouvez aller voir et vérifier. Et du coup, la Juve était pas Tu non m'étonnes. plus, non, mais elle était pas non plus en désaccord parce qu'en fait, il aurait 30 ans et à 50 millions, il est en train de considérer que potentiellement, c'était pas forcément, connaissant le joueur,
un mauvais montant. Ouais, mais 50 millions, c'est une clause d'achat. Donc c'est une clause de cession. Donc ça veut dire qu'en gros, demain, t'as une équipe qui dit je t'achète 50 millions, il part au mercato d'hiver et c'est tout. Mais non, Et mais à 26 ans, 50 millions. tu peux très Mais c'est bien. ça une Mais clause. c'est ça. non, mais tu peux. Oui, d'accord. Mais tu peux très bien mettre une clause avec une durée. Ça sera 50 millions telle année. Non, je Ben crois si, bien pas. sûr que si, tu peux. Erling Haaland, c'est le cas, par exemple. Oui, comme De Ligt, où il y a une clause à 150 millions, mais qu'à partir de Bah l'été oui. prochain. Ben c'est ça. Ouais. Ben, bien sûr que tu peux. Mais Mais une clause mais normalement, c'était c'est une- dissuasif. bah ouais, mais c'était une clause. Par exemple, eux, ils peuvent considérer qu'à 30 ans, 50 millions, c'est bien pour le joueur, tu vois. Ok. Enfin, Ouais. en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Maintenant, est-ce que il peut y avoir d'autres informations? T'en as d'autres, toi, Elvin, sur ce côté-là? Ben, je pense que l'info principale, c'est que le signal, il est fort. Si enfin Georges Antoun vient à Turin pour rencontrer la direction de Menconnell, c'est qu'il y a une volonté des deux parties d'enfin, je veux dire, enfin trouver un accord. Bon, il va pas rencontrer encore la direction parce qu'il lui reste, je crois, 4-5 jours de quarantaine puisqu'il vient d'Argentine. Mais d'ici quelques jours, il va réellement entrer dans le vif du sujet avec la Vecchia Signora. Je ne sais pas si directement il y aura un terrain d'entente qui va être trouvé, mais pour moi, pour que la logique soit respectée, faudrait, ça serait bien que d'ici le mois de septembre, un accord soit trouvé pour pas débuter une énième saison avec ce poids-là, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un poids, parce que Dybala, c'est Dybala, parce que Dybala, c'est un joueur spécial, parce que Dybala, c'est un possible paramètre zéro en 2022, et que ça soit moi, Titou ou n'importe qui dans le chat ou même je sais pas qui ne peut pas imaginer la Juve perdre Dybala à zéro. C'est clair. Donc la Juve a les intentions claires, Dybala a les intentions claires. Maintenant le seul détail à régler, comme tu l'as dit, c'est les détails contractuels. Et pour l'instant, je sais pas le montant de la clause. D'ailleurs, je sais pas. Moi, j'ai rien entendu sur ça, mais je sais pas encore le montant. On parlerait pour le moment au niveau de l'année de 3 années plus une en option. Et au niveau du salaire, bah, faudrait rester dans les clous d'un salaire Madine Covid, c'est-à-dire ne pas pouvoir offrir 12-13 millions d'euros à Dybala. On avait entendu de tout, 20 millions d'euros, 15 millions. Bah, c'est des rumeurs qui n'avaient jamais trouvé de confirmation. La seule confirmation que je peux vous affirmer, c'est que la Juve a offert 10 millions d'euros net par saison à Dybala en août 2020. Dybala et l'entourage n'avaient pas donné suite à cette offre-là. Donc maintenant, est-ce que la Juve va, et de ce qui se murmure, je crois que c'est la rédaction de Gaulle qui l'a lancé, d'une offre la Juve va formuler une offre probablement de 8-9 millions d'euros et elle espère que cette offre va être acceptée par l'entourage de Dybala. Comme je vous l'ai dit, les seuls détails à régler, c'est les détails contractuels parce que la volonté des deux parties, elle est claire, continue ensemble. Mais malheureusement, un mariage, ça se fait à deux et il va falloir trouver un accord contractuel. Bien évidemment, moi je suis complètement d'accord avec toi et même avec le raisonnement aussi de la Juventus, je trouve que 8 à 9 millions d'euros, si on arrive à accrocher des 10 millions d'euros parce qu'il y a eu une Ligue des Champions, etc., ok, mais force est de constater que c'est un joueur quand même qui a un talent merveilleux, qui est un joueur exceptionnel et que j'adore, mais qui est en proie à des difficultés physiques et qu'il fait une année sur deux. Et c'est ça, c'est très compliqué. On a besoin d'avoir un top player dans la continuité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Elsa, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il fasse une année sur deux. L'année dernière, il a été absent physiquement et il a fait une saison de merde. Mais toutes ses autres saisons à la Juve, elles ont été faites correctement. Quand il jouait pas, c'est parce qu'il était blessé. Quand il jouait, même si parfois il mettait 1, 2, 3 semaines à revenir, il a toujours été incroyable et merveilleux. Donc, il a débloqué souvent des matchs décisifs, des situations compliquées. Donc, se baser juste sur son année pour, sur sa C'est pas saison ça mon précédente propos. pour dire. C'est pas ça mon propos. C'est pas ça mon propos. T'as dit une année sur deux depuis qu'il est à Et une année sur deux, c'est vrai. Juve, c'est pas une année sur deux. À chaque fois, on attend qu'il passe un cap et qu'il monte une marche. Alors maintenant, si toi, tu l'as réussi à voir cette marche pour devenir Fourri Depuis classe, qu'il est à la ok, Juventus, tu il a, trouves fait- qu'il a il a pas changé de fini une niveau. fois MV. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait, aujourd'hui, c'est un top player et que, en fait, j'attends qu'il devienne un Fourri classe. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'a pas cette continuité pour devenir Fourri classe. Pour avoir cette continuité et être Fourri classe, il faut avoir de la continuité. Et il en manque un peu. Selon moi, c'est ce qui manque. Voilà. Oui, alors Après, ça n'a rien à voir après, avec qu'il joue une saison ça, sur deux, ce que tu as dit juste mais avant. au-delà de ça, il a fait l'année dernière, il n'a pas fait une bonne saison. Il y a 2 ans, il a fait une super saison. Il y a 3 ans, il a été mitigé. Et même il y a 4 ans, Il y a 3 ans, il a été bon,
C'est juste que quand il a été blessé, il a été nul, forcément, il n'a pas joué. Et dès qu'il est revenu en fin de saison, il a tout cartonné. Donc D'accord. sur la Donc en fin période de où il a saison. joué, il a été bon. Voilà, en fin Non, de mais saison. Bah, il fait pas des saisons quand il n'a complètes. pas été On est blessé. d'accord. Quand il n'a pas été blessé. Donc c'est pas une saison Quand sur il n'a 2. pas C'est été tout ce que je blessé. disais, moi. Quand il n'a pas été Oui, blessé. je t'ai pas Ok. dit que tu avais tort sur les pépins physiques, je t'ai juste qu'il n'a pas fait une saison sur 2. Il a été bon à chaque fois. Il n'y a que la saison dernière, quand il n'était pas blessé, où il n'a pas été bon. Là, on est d'accord. Oula, Ça t'es reste un joueur énervé, merveilleux. toi. T'es énervé, Non, Malouloute. ben non, c'est toi qui me rembarre à chaque fois. Tu pourras regarder le Non, replay. mais ou sinon donne Mais ton avis. Mais alors, tu sais quoi? C'est ce qu'on va faire tu maintenant. pourras Tu, regarder le tu, tu replay. donnes ton, Mais tu, non, mais non, mais tu vas donner ton avis sans dire je suis d'accord ou pas avec toi. Voilà, c'est simple. d'accord. Tu Mais prends non, ton je avis t'ai- et tu le donneras. Garde la parole et dis-nous sur CR7 un petit peu ce que tu en penses, parce que tout à l'heure, tu avais moi, justement. je veux qu'il parte. Je le dis depuis 2 ans, donc mon avis ne change pas. Je veux qu'il dégage. On a besoin des 85 millions qui nous coûtent. Bon, il coûte moins maintenant parce qu'il y a enfin, il coûtera peut-être moins parce qu'il y a renégociation de contrat qui va toucher moitié moins et tout, et qu'avec la prolongation, ça va diluer ce qui pèse sur le club. C'est bien, c'est pas suffisant visiblement pour dégager du cash et pouvoir faire un mercato un peu plus important. Donc j'aurais préféré qu'il parte. Est-ce que vous avez des nouvelles sur la baisse de salaire ou une année supplémentaire, justement, pour diluer un peu sa masse salariale? Depuis la semaine dernière, il n'y a rien de neuf. Déjà, le fait de le revoir à l'entraînement, ça prouve que pour moi, il risque de rester. Et il va rester, parce que sinon, il serait parti avant de revenir. Donc pour moi, CR7, il sera encore bien Conero cette saison. Et peut-être il y aura une renégociation de contrat jusqu'en 2024 pour étaler le reste de la valeur résiduelle qu'il a et baisser son salaire de 20 millions alors qu'il était à 30 millions avant. Voilà, c'est les bruits qu'on peut entendre à Turin et par certains journalistes sportifs. Ouais. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de négociation déjà commencée. Moi, de ce que je sais, on m'a toujours démenti, et j'avais mis sur Twitter une probable prolongation de contrat, du moins pour le moment. Faut pas l'exclure, mais à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu l'hypothèse d'une prolongation de contrat et donc d'une baisse de salaire. Maintenant, ouais, pareil que Lionel, plus les jours passent, là, c'est plus une sensation qu'autre chose, mais pareil que Lionel, j'ai la sensation que Ronaldo va rester parce que, pareil, maintenant, est-ce que tu peux te séparer d'un joueur aussi facilement, sachant que le mercato, c'est encore long, hein, mais le mercato se termine dans un mois. Mais Ronaldo, une négociation, ça se fait pas en 2 jours, donc ça En prend du 3 jours. temps. Voilà, donc on parle d'une entreprise quand on parle d'une entreprise plus Ronaldo qui est venu à la Juve. Donc maintenant que Ronaldo a eu l'idée de quitter la Juve, j'en suis pratiquement sûr. Les paroles qu'il a eues avec le Portugal durant l'Euro, ça laisse sous-entendre que s'il y avait l'opportunité de quitter avec Cassino, il l'aurait fait. Maintenant, les difficultés qu'il y a eu pour que cet objectif ça remplisse, c'est tout simplement qu'un club puisse mettre les exigences qu'il faut pour signer Ronaldo, c'est-à-dire payer son salaire qui est juste astronomique, qu'aucun club peut se permettre à l'heure actuelle, même le PSG, parce que le PSG a d'autres objectifs, payer la Juve, puisque malgré tout, la Juve va falloir la payer, puisqu'elle a une valeur sur le bilan, 28 millions d'euros minimum, qui est sa valeur résiduelle sur le bilan. Donc, il fallait un énorme salaire, plus aujourd'hui payer presque 30 millions d'euros pour un joueur de 38 ans, c'était pas garanti. Donc maintenant, il y a quand même la sensation que Ronaldo va jouer sa 4e saison avec la Juve en espérant que ça soit la bonne, les amis, pour soulever le fameux trophée. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis d'accord et j'espère qu'on va la soulever cette coupe aux grandes oreilles. Sinon, en cadre des formalités, hein, Chiellini, on le sait tous déjà. Hein, on sait que bon, Yves passe ses vacances tranquilles. Il y a rien, il y a pas le feu. Il y a pas péril dans la demeure et il va revenir. Il va signer un contrat. Est-ce qu'on connaît un petit peu les chiffres? Est-ce qu'on continue sur la même lancée qu'aujourd'hui ou il y a une baisse comme Buffon avait accepté pour le J'avais club? lu, Non, j'avais lu 2 d'après ce que j'ai millions. lu, c'est ça. D'après ce que j'ai lu, ça serait 2,5 millions au lieu des 3,5 millions qui touchent actuellement. Et ça serait un contrat de une année plus une en option, ce qui pourrait l'amener jusqu'à la Coupe du Monde 2022 pour faire cette Coupe du Monde si l'Italie se qualifie. Ah, ça peut être vraiment pas mal. Elvin, est-ce que tu as des nouvelles sur le départ de Demiral versus Rougani?
si Demiral s'en va, Rugani reste, est-ce que potentiellement, la vente de 35, je crois que c'est la Juve, on voulait 35-40 millions pour Demiral, est-ce que ça ouvrirait une ouverture sur le mercato pour le coup? Défensivement, je pense pas. Je pense que si tu te sépares de Demiral, parce que d'ailleurs, t'as pas les ressources économiques pour le faire, et parce que t'as pas toujours les garanties pour le faire, je pense que la Juve gardera Rougani, parce que même si, selon moi, et je le répète, c'est un risque, parce que pour moi, si tu perds Demiral et tu remplaces par Rougani, c'est plus qu'une régression, selon moi. Et d'un point de vue salarial, pour moi, avoir un cinquième défenseur comme Rougani qui touche 3 millions net par saison, là aussi, c'est pas un cadeau. Mais aux yeux de la Juve, bah voilà, garder un joueur qui connaît déjà la Società, qui a des bonnes relations, ça peut être un argument en plus. Donc je pense que oui, si Demiral part, et au vu aussi du fait que la Juve cherche pas un autre défenseur pour l'instant, donc ça montre bien que la route se court est bien Rougani en fait, et que si Demiral part, la route est toute tracée, il y aura pas de nouvel achat. Maintenant sur Demiral, ouais, comme tu l'as dit, j'ai tendance à dire que c'est pas forcément la Juve qui l'a mis sur le marché, c'est plutôt Demiral qui s'est mis lui-même sur le marché avec son entourage. Et ça a commencé bien plus tôt. Je veux dire, je crois que c'est Juve Udinese, premier match du mois de janvier. En conférence de presse, il montre directement son agacement, puisque, rappelez-vous, face à l'Udinese, 10 dernières minutes, Pirlo fait rentrer Chiellini au lieu de Demiral. Demiral, à ce moment-là, jouait peu, très peu. Et il a très vite fait savoir à son entourage que c'était une situation qui n'était pas possible. Il avait mis un petit coup de pression, etc. Et bah, la Juve, qu'est-ce qu'elle a fait cet été? C'est qu'elle a contacté l'entourage de Demiral et elle lui a dit, bah voilà, nous on veut pas de problème, on a mis le joueur sur le marché, mais pour se séparer de Demiral, désormais, c'est ce que je vous ai dit, la nouvelle stratégie, on n'ira plus prêter le joueur, on n'ira plus payer le salaire en le prêtant, on veut du cash, parce que aussi pendant cette période Covid, on a besoin de cash. Donc si tu veux Demiral, c'est 40 millions d'euros, 35-40 millions d'euros, sinon on le gardera, parce que malgré tout, Demiral n'est pas forcément un problème défensif pour la Juve. Donc si un club propose des 35-40 millions d'euros pour Demiral, et la sensation porte à penser que, je pense, Demiral sera plus un joueur de la Juve la saison prochaine, c'est bien parti parce que je pense qu'un club lui offrira. Il y a Dortmund qui est dessus, mais Dortmund n'a pas fait le pas en avant à l'heure actuelle. L'Atalanta, les amis, semble vraiment décidé à miser sur Demiral, surtout si Romero, ça va. Si Romero s'en va. Et d'ailleurs, ils ont pris un nouveau joueur, Véron Lovat. Donc, non, il va falloir surveiller le front d'Emiral, mais je pense que ça va être l'un des cas chauds des ventes de la Juve, et malheureusement, j'ai envie de dire, l'un des seuls cas de vente cash de la Juve durant ce mercato. Parce que ça risque d'être aussi un problème d'Emiral, parce qu'on l'a vu durant la saison, il s'est plaint de son comportement. Temps de jeu. Oui. C'est ça, par rapport à Rougani qui, lui, ne dit jamais rien et tu lui dis tu joues, il joue. Demiral, lui, je pense que si pendant 3-4 mois, il ne va pas jouer, il risque de mettre le bazar dans le vestiaire et ça risque de pourrir un peu l'ambiance. Donc, c'est pour ça que la Juve essaie de s'en débarrasser le plus. C'est lui, c'est le joueur prototype à faire partir parce qu'il a une bonne valeur, machin. Et c'est le seul qui s'est plaint. Donc voilà, il faut le faire partir. Tu l'as dit, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, on va dire les quatre vérités, les amis. Aujourd'hui, défensivement, c'est le seul joueur qui a une valeur sur le mercato. Évidemment, je compte pas d'élite, mais Rougani, il n'en a pas. Dragouzin, il en a pas. Trop vieux. Oui, voilà, Chiellini trop vieux, Bonucci trop vieux. Donc, c'est le seul dont la Juve peut espérer tirer du cash. C'est dur de dire ça, mais à l'heure actuelle, il y a tous les éléments pour que Demiral puisse partir. Le comportement laisse à désirer. Je vous ai dit, au mois de janvier, Demiral, à travers son entourage, essaye de faire comprendre à Juve qu'il n'est pas content de cette situation. Et c'est plus lui qui s'est mis sur le mercato qu'autre chose. Et derrière, la Juve, elle a fait quoi? Elle a compris que c'est le seul moyen de tirer du cash, c'est Demiral. Donc, elle a dit très bien, nous, on évalue Demiral à 40 millions. Mais la Juve, elle n'est pas bête. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un problème au niveau du comportement, mais pas sportivement parlant. Parce que si un club ne propose pas 40 millions d'euros pour Demiral restera. Hein. Et à ce moment-là, le futur de Rougani, on va devoir le réévaluer. Et il va falloir un petit peu comprendre quel pourrait être le futur de Rougani. Mais à l'heure actuelle, Demiral est sur le marché et on verra ce qui pourra se passer. Et je pense que Demiral est destiné à partir. Non, c'est vrai. Tiens, Elsa, merci beaucoup pour cette analyse, Elvin. Merci beaucoup. Elsa, j'ai des statistiques à te dire par rapport à Dybala. Alors, Dybala, ça fait 6 ans qu'il est chez nous. Sur 6 ans, il a joué entre 30 et 34 matchs. Première saison, c'est 19 buts. Deuxième saison, c'est 11 buts.
troisième saison, c'est 22 buts, qui double par rapport à l'année d'avant. T'as les passes D aussi? J'ai pas les passes D là sur le moment. J'ai également 5 buts sur l'année 2018-2019. Et après, sur 2019-2020, il en a fait 11, donc il redouble, tu vois. Et 2020-2021, c'est 20 matchs seulement, 4 matchs. 27 donc, matchs, 5 buts. En totalité, toute compétition confondue. Là, je te parle uniquement sur le championnat. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui est en proie à des difficultés physiques et qui a besoin de continuité. Et aujourd'hui, tu vois, parler de plus de 10 millions, c'est compliqué. Tu vois. Non, mais en fait, le problème, c'est juste que tu m'as rembarré, que tu n'as même pas écouté ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il avait pas de difficultés physiques. C'est la chose par laquelle j'ai commencé. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, il a des difficultés physiques. Là où je suis pas d'accord, c'est une saison sur 2. Là, tu me donnes juste les chiffres du championnat et tu me donnes ni les passes décisives, ni l'implication sur le pourcentage de buts, ni le ratio par minute jouée. Et ça m'intéresse plus que juste le chiffre brut. Par le ratio. Mais non, mais en fait, ça se juge moi, je le juge dans une saison, je le juge dans son entièreté. Bon, après, si tu as envie d'aller voir par rapport à ça. Et effectivement, c'est un joueur qui est décisif, de toute façon. C'est un joueur qui est décisif et on se l'accorde à dire et je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, mais pour moi, l'intégralité, justement, de sa saison, elle est calculée par rapport à ça. Là, sur les 27 matchs, sur les 27 matchs de la saison dernière, il fait quasiment aucun match titulaire. Ouais, il n'a pas été bon. Non, mais il n'a pas été bon. Mais ce que je veux dire, c'est que les 27 matchs, toutes compétitions confondues, il en fait pas beaucoup de titulaires. Donc moi, ça m'intéresse plus de voir le ratio par minute jouée. Tu te raccroches aux branches. Non, je me raccroche pas aux branches, je te dis une réalité. T'as le niveau 1-0-1, comme disent les Américains. T'as le 101 de l'analyse statistique et t'as le plus. Et le plus, c'est de voir le ratio minute jouée. Moi, un mec qui met 20 buts dans une saison, mais qui a joué les 38 matchs de la saison titulaire, c'est bien. Maintenant, un mec qui met 11 buts, mais qui a joué en moyenne 50 minutes par match et qui en a joué 20, bah, il a eu un meilleur ratio, tu vois, il a eu un meilleur rendement. Alors ça s'explique comment? Peut-être qu'il n'était pas destiné à être titulaire, qu'il a joué de plus en plus. Ça, c'est vrai. Il a eu des pépins physiques. C'est ça que je te demandais. Ouais, mais son implication. Ça, c'est vrai. Tu as raison sur ça. C'est un bon point. Effectivement. C'est ça, en fait, le truc. Mais moi, tu vois, je regarde une saison dans ses 60 matchs et effectivement, je suis plus dans l'analyse. Il a été nul la saison dernière. Ou dire, voilà, pas d'accord. Il a joué moins de matchs. Une saison sur 2. Bah, c'est un peu, moi en tout cas, selon mon analyse et ma façon de voir, c'est un peu ce que je vois. Dis-moi, Elvin. Mais ce débat vous le faites, mais il y a des millions de Juventino qui le font, ce débat sur Dybala. Bien sûr. Et ça prouve une chose, c'est que le tifoso bianconero, il croit en Dybala. Il croit en joueur il a envie et il sait que Dybala doit devenir et peut devenir un point central. Complètement. Donc ça montre que Dybala a encore un présent et un futur à la Juve. Inch'Allah, comme on dit. Retour du groupe. Je crois que c'est à partir de lundi, à partir du 2. Alors aujourd'hui, il y a eu Betancourt et Morata qui sont revenus. Et les internationaux italiens reviennent le lundi. Donc le groupe complet sera à l'entraînement à partir de lundi. Et après, il y aura les Brésiliens aussi qui arrivent lundi, Elvin ? Brésiliens et Colombiens. Enfin, Quadrado, Alexandre Danilo. Oui, voilà, ceux qui étaient à la Copa América. Lundi. Donc voilà, je pense que tout le groupe sera au complet. Lundi après-midi, à l'entraînement. Lundi matin, il y aura les visites médicales. Et lundi après-midi, à l'entraînement. Tout le monde sera là. Et on pourra avoir une vraie Juve, comme le disait Elvin en début de live, pour le match contre Barcelone. Demain soir, un match, j'ai cru comprendre, contre Monza. Contre Monza, ouais, le trophée Berlusconi qui est remis en place depuis 2015. qui n'avait pas été joué depuis des années. 2015. Donc pareil, ça va être un mix de jeunes joueurs et de ceux qui ont repris un peu. Il paraît que Ronaldo ne sera pas convoqué non plus pour pouvoir continuer à travailler, d'après Romeo Agresti. Donc voilà, ça va être pareil. Comme disait Allegri, c'est plus des entraînements pour mettre de l'intensité dans les jambes que des vrais matchs à proprement parler. Je pense que les vrais matchs commenceront le week-end prochain contre. Le vrai match commence à Barcelone. Là, demain, je ne vais pas dire que. Mais bon, c'est encore un peu tôt parce qu'encore une fois, tu n'auras pas les Morata, Betancourt, Ronaldo, Dybala, etc. Tu vas avoir des délicts. Peut-être Dybala. Peut-être Dybala demain. Dybala ne sera pas là. Tu auras des délicts, des Kulusevski qui seront là un petit peu pour essayer de voir se tester, tu vois. Mais ça ne va pas être encore un vrai match amical. Mais ouais, pour le 8 août, là, on pourra commencer un petit peu à réellement entrer dans le vif du sujet.
Et le match Juventus-Barcelone sera retransmis, j'ai lu ça Italia aujourd'hui, Uno. sur Bein. Ah, Bein. Si, pour les Italiens, mais après en France, sur Bein, il sera retransmis à 21h. Ah, tu vois, une bonne nouvelle pour les Français. Donc on pourra suivre ce match. Eza, tu voulais faire un petit teasing, toi, sur. Ouais. Alors, sur Twitter, avec la page Tutti Juve, donc avec Lionel, on est en train de préparer un petit sondage qu'on va vous faire, un espèce de petit sondage concours. On va vous faire voter pour le plus beau maillot de Serie A. Donc voilà, on est en train d'attendre les 2-3 derniers clubs qui ont toujours pas officialisé leur nouveau maillot domicile et extérieur. Naples où c'est les supporters qui sont en train de le coudre chez eux. Et puis même l'Udinese, ils ont toujours. C'est un tifoso napolitain qui l'a dit lui-même sur Twitter. Il a demandé s'il devait prendre lui-même l'aiguille et le coton. Et donc voilà. Udinese qui a toujours pas donné le kit officiel domicile. Bon, d'autres clubs comme la Fiorentina, il n'y en a aucun. Genoa, il n'y a que le domicile. La Salernitana, ils ont même. C'est incroyable. Ouais, celui de Venise est incroyable. Je pense que potentiellement le maillot domicile gagnant, le leur. Et la Salernitana, c'est encore plus compliqué. N'influence pas. J'influence pas, mais objectivement. Objectivement, cette année, la Juventus revient à ses couleurs d'origine. Donc, franchement, je le trouve magnifique. C'est vrai. C'est vrai, forcément dans nos cœurs. Mais gros problème aussi avec la Salernitana, c'est-à-dire que eux, ils ont même pas de site officiel pour acheter le maillot. Faut aller directement à Salerne. Donc c'est un peu compliqué. Ils ont toujours rien sorti, on sait pas. Voilà, mais dans les prochains jours, on prépare ça avec Lionel. On va faire ça bien, on va bien le teaser. Ça va être fluide, ça va être ludique, vous allez kiffer. Mais c'est comme celui de la Regina, tu le trouves pas ailleurs en fait que à Reggio. Si, sur le site, tu peux le trouver sur le shop. Ils ont un shop Reggio. Ah bon? La Regina, tu as un shop directement, un website, et tu vas dessus et tu achètes le maillot. La Salernitana, ils ont strictement rien en place. Ils te donnent les deux adresses où tu Je peux vais t'en l'acheter acheter en un. Italie. Je vais t'en acheter un, Eza. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour le concours. Je m'en fous du reste. Non, mais je vais t'en acheter un, celui de Reggio. Je vais aller là-bas, je t'en achète un. Je sais que t'aimes bien les petits clubs, je t'en ramènerai un. Je t'en ramènerai un. Mais tu devras évite dire. de le floquer Ménez, par contre. Je te connais, le Parisien. Là. Non, t'inquiète pas, je vais marquer ultra derrière. T'inquiète pas. Oh, Là, magnifique. Alors, il y a 2 news qui sont sorties là en début de soirée. Ouais. Qu'il faudrait rajouter sur le live. Il y a la recapitalisation qui se fera sûrement fin de l'année. Il y a déjà eu les négociations avec 4 banques qui ont été faites pour les prêts. Exor participera à hauteur de 63,8%. C'est ce qu'ils détiennent à la Juventus. Donc tout est en train de se mettre à place. C'est normal ce qui est en train de se faire. Tout est en train de se finaliser. Et ça devrait arriver fin d'année. Pour répondre à Enzo Soglio qui avait demandé à quoi serviront ces 400 millions, ils serviront en partie à combler les pertes liées au Covid. 320 millions. Parce qu'il y a 320 millions. Donc ça va revenir à zéro. 90%, voilà. On reviendra à zéro et après ça permettra d'avoir, si les stades réouvrent, si tout se relance petit à petit, de pouvoir repartir sur une saison 2022-2023 quasi normale. Et dernière info, où c'est le tribunal de Madrid qui a mis une petite gifle à l'UEFA et qui a conforté les 3 clubs qui ont créé la Super League, que ce soit le Real, le Barça et la Juventus, en disant que les pressions de l'UEFA et le monopole de l'UEFA n'étaient pas normales. Et donc les sanctions que l'UEFA a prises contre le Barça, le Real et la Juventus doivent être annulées. Sinon, c'est eux qui risquent d'être pénalisés pénalement même. Donc, c'est un coup dur pour l'UEFA. J'ai lu ça fait 2 décisions. Ça fait 2 décisions contre l'UEFA qui arrivent du côté des tribunaux de Madrid. Ça commence à s'attirer pas bon pour l'UEFA quand même. Enfin, moi, je ne le prends pas comme ça. Je prends surtout que le tribunal de Madrid, de toute façon, n'a aucune influence quelconque sur ce que peut faire l'UEFA.
faut avoir un tribunal déjà basé en Suisse et je pense même un tribunal européen. Donc voilà, moi j'ai l'impression que le tribunal de Madrid, ils sont plutôt en train d'essayer de rassurer leurs deux clubs et d'assurer leurs arrières par rapport à ça. Après, de toute façon, moi, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas du tout du côté de l'UEFA. C'est des gros connards et je l'ai toujours dit. Moi, j'aime bien le foot, le vrai, et je déteste ce que l'UEFA a fait depuis 25 ans au championnat, aux Coupes d'Europe. Mais c'est pas parce que t'as des connards qu'il faut aller vers des fils de pute encore plus grands. Il faut arrêter de dire Et ces trois, pardon. je peux pas mettre de bip et tout, les gars. Alors, merde. Alors, c'est pas parce que t'es dirigé par des huit que tu dois aller vers des huit encore plus grands. Plus sérieusement, non. Les trois là, c'est la sainte trinité de la catastrophe et de l'enfumage. Actuellement, ils font miroiter un espèce de modèle pseudo à l'américaine, c'est pas du tout le cas. Qu'on soit clair, tout ce qui est sport américain et même le foot aux États-Unis, le fameux soccer avec la MLS, c'est de toute façon une seule entreprise qui détient, qui crée, ce qu'eux ils veulent faire avec la Super League, mais qui est fermé pour des bonnes raisons. Il y a un salary cap qui est drastique, il y a un contrôle budgétaire qui est drastique, et les clubs n'ont aucun fonds propre. Ils ont des budgets alloués chaque année par l'entreprise, ce qui ne sera pas du tout le cas avec la Super League. Donc déjà, on ne peut pas comparer les deux modèles. D'un point de vue économique, la MLS, c'est comme n'importe quel championnat dans n'importe quel pays, et comme l'UEFA avec ses compétitions d'un point de vue européen ou les autres confédérations continentales pour leur propre continent, c'est un monopole. Et ils ont un monopole et il n'y aura jamais personne qui pourra coexister avec eux. Parce que déjà, l'État fédéral des États-Unis d'Amérique ne l'autorisera pas, puisqu'il faut assez de fonds quoi. Et si jamais ils l'autorisaient, ils signeraient la mort de ce qui est leur plus gros revenu publicitaire. Ils diviseraient les revenus publicitaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les initiatives qu'il y a eu pour essayer de contrecarrer ça et de contrebalancer ça n'ont pas fonctionné. Donc ce monopole, par contre, il fonctionne pourquoi ? Il fonctionne parce que toutes les équipes sont au même niveau. Il n'y a aucune équipe qui est au-dessus de l'autre ou presque. D'un point de vue budgétaire, les écarts sont ridicules et ils sont tous soumis aux mêmes règles. Peu importe le nombre d'investisseurs ou machin. Et du coup, ça marche pour cette raison. Mais néanmoins, c'est pas ce qui est préféré par les spectateurs et téléspectateurs états-uniens. Ils préfèrent tous les championnats, et pour tous les sports, même les sports historiques là-bas, ils préfèrent tous les championnats universitaires. À mon sens, le problème de l'UEFA actuellement, on est sur effectivement une situation de monopole entre guillemets, mais ça reste que, comme je vous l'avais dit plusieurs fois en off, de toute façon, c'est pas des entreprises. Ils créent des structures qui gèrent, ils récupèrent les fonds en tant qu'association à but non lucratif qui sont censés redistribuer. Le problème, il est là. Il faut faire tomber ça. Il faut faire tomber ceux qui se gavent plutôt que de redistribuer équitablement une fois les dépenses effectuées pour les clubs. Et ça, c'est de la politique. Là-dessus, je suis la première à le dire et on est totalement d'accord. Et le problème, il est que la Super League actuellement, avec son système de semi-ligue fermée, va juste faire bénéficier les clubs les plus gros. Alors, ils sont revenus là-dessus sur leur dire aujourd'hui, ils ont fait une déclaration tout à l'heure. Ouais. Ils ont dit que voilà, il fallait qu'ils rediscutent de comment réorganiser la Super League. Donc peut-être ils se sont rendus compte que leur première méthode et leur annonce choc n'avaient pas été bonnes et leur système de 12 plus des invités, 12 plus 3 plus des invités n'était pas bon. Ils risquent de rediscuter de ça. Et ils voulaient même rediscuter avec les fédérations nationales, etc. C'est ça, ça va arriver petit à petit, je pense. Là, quand même, les deux fois où l'UEFA essaye de gagner, c'est elle justement qui est poussée dans les cordes et qui est fragilisée. C'est fou d'ailleurs. Ça... Je suis d'accord là-dessus, mais c'est fou qu'avec autant d'argent, tu n'arrives pas à te payer des bons avocats. Parce que la manière par laquelle passer est facile hein, quand même. Mais pour pas se faire rembarrer comme ça, parce que là, ils se font rembarrer trop facilement. Après, quand tu as Pérez, Agnelli, Laporta, qui font quelque chose, ils ont mis des années. Alors là, on va sortir. Ils ont mis plus de 10 ans à la créer. Donc, ils ont dû on va sortir du cadre foot. Voir tous les avocats. On va sortir du cadre foot. Mais je suis d'accord avec à partir du moment où on va sortir du cadre foot et très très rapidement, on fait une aparté économique très rapide. À partir du moment où tu as identification d'un monopole, c'est compliqué pour l'institution qui est en phase de monopole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle peut tout perdre. Comme d'autres des grandes industries du pétrole aux États-Unis, etc. Ils peuvent tout perdre et être démantelés comme ça
d'un coup de doigt, d'un coup de claquement de doigts. Et pour le coup, c'est ce qu'ils sont en train de dénoncer. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ils sont en abus de position dominante sur un marché en monopole. Ouais, mais Et le seul ça, problème, c'est que mais c'est pas un marché économique. Du point de vue. Enfin, en fait, c'est ça le problème. Et enfin, c'est pour ça tu vois, là, on déborde sur le truc, etc. Je sais pas si ça va nous intéresser nos auditeurs, mais après, on pourra en faire un autre live dessus par rapport à ça. Mais tu vois, il y a énormément de points mais de vue. dénoncer je suis d'accord sur le principe de dénoncer un monopole, mais si c'est pour créer un autre monopole, c'est débile. Parce qu'en fait, et puis il y a autre chose. C'est pas bête. Techniquement, techniquement, un monopole, tu le dénonces quand il y a un abus de pouvoir et une position de monopole économique Bah, c'est ce qui s'est de la passé. part d'une entreprise. Oui, mais association d'entreprises, etc. Où Non, est-ce mais qu'elle est bien la sûr que c'est frontière du bluff. On sait avec la très bien que FIFA? l'UEFA et la FIFA, maintenant, c'est du business et qu'il y a un problème de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'opacité au niveau économique. On est d'accord. Mais du coup, pour moi, la bonne voie, elle n'est pas de dire, ouais, ils ont un monopole alors que ce n'est pas une entreprise, et d'ensuite créer un monopole avec la Super League qui appartient à des clubs. Parce que ça, c'est horrible. Si ça appartient à toutes les fédérations et tous les clubs, on est sur un système égalitaire. Mais si ça appartient à 4-5 clubs qui ont décidé de monter le truc, les dérives, elles sont encore pires. Et là, vu que c'est des entreprises avec toute l'histoire de libre marché, etc., d'un point de vue européen, c'est le pire scénario qui puisse arriver. C'est pour ça que je suis contre la Super League, moi. C'est pas parce que je suis pour l'UEFA. Pour moi, l'UEFA, ils doivent être totalement revus. On doit épurer les dirigeants. On doit se baser sur un système qui est obligé de dévoiler tous ses comptes et d'être de manière opaque. Oui, totalement. C'est la lutte finale. Non, mais plus sérieusement, depuis des années, on est devant un football qui est chiant, surtout en Europe. On sait exactement qui va se Tu retrouver regardes la dans les 8 Moldavie, tu derniers, regardes les la 4. Moldavie, meuf. Eh ben, tu sais quoi? Tu regardes la J'ai pas encore Croatie. regardé la Moldavie cette année. Mais oui, mais moi je regarde pas ça, je regarde ça pour voir des joueurs, pour voir des clubs qui sont malgré tout des clubs historiques du football. Alors, il y en a que ça plaît pas ou quoi, mais actuellement, on parlait du Super League, le PSG, ouais, c'est trop cool, on va voir les joueurs jouer. Mais il y a des clubs qui sont morts avec ce que l'UEFA fait depuis 25 ans et qui, eux, ont déjà des trophées européens, comme l'Étoile Rouge, comme le Steaua Bucarest, par exemple. Actuellement, c'est des clubs qui sont morts. Voilà, on le sait, ils feront plus rien en Europe pour les prochaines années. Et moi, en fait, c'est ça qui me chagrine. Historiquement, dans le foot, ce qui était beau, et dans tous les sports européens, il y a une situation de monopole, entre guillemets, parce qu'il y a une institution et une association qui structure les choses pour que tout le monde, en théorie, ait les mêmes possibilités. Et en pratique, effectivement, depuis 25-30 ans, l'UEFA a totalement tué ça et la FIFA aussi. Donc ça, faut remettre en place. Mais pour moi, la Super League, c'est la mauvaise manière de le faire parce que ça va juste aggraver les problèmes du foot européen. Bon, on fera un petit débat sur la Super League un peu plus longtemps. Là, on arrive à 1h20 de live et je pense que c'est assez suffisant. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Ça fait toujours plaisir pour notre travail, les amis. Nous, de notre côté, du côté Tutti Juve, et après je donnerai le mot de la fin à notre invité Elvin. Du côté Tutti Juve, on va être en vacances, on va essayer de faire des lives quand même pendant le mois d'août, mais rien n'est certain. En tout état de cause, sinon moi, de mon côté, j'essaie de... Une chose est sûre, c'est que je vous donne rendez-vous sur la fin août, à partir du 30 août, sur lesquels en tout cas on aura un recul sur la situation et on essaiera de faire aussi des chats avec d'autres invités, mais aussi avec Elvin qui sera bien évidemment le bienvenu. Elvin, un petit teasing sur ta vidéo de demain sur YouTube. Alors, la vidéo de demain, sans te mentir, pour l'instant, j'en ai pas prévu. Merde, bah C'est alors. rare. C'est assez rare. Non, parce que j'en ai sorti 2 aujourd'hui, une sur Locatelli, notamment là tout à l'heure. Mais oui, vous pouvez me suivre sur YouTube si vous voulez. Voilà, vous tapez Elvin DF, vous me trouverez, ou sur les différents réseaux sociaux. Pour l'actualité sur la Vecchia Signola, parce qu'on va vivre un mois d'août plus riche en mercato, et vous allez me dire, Edwin, c'est pas compliqué, sachant que le mercato au mois de juillet a fait chou blanc. C'est clair. Bon, merci à tous les amis. Merci Lionel, merci Eza. Je vous fais des gros bisous. Eza, tu m'en veux pas, hein. C'est vraiment que je t'aime. À chaque fois, même si je t'embête, etc. Tu sais très bien que c'est de bon cœur. T'inquiète pas, mais j'ai la voiture qui tourne, là, elle m'attend, j'arrive à Sarcelles. Allez, je t'embrasse. Je vous embrasse à tous les amis et bonnes vacances et passez un bon été. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, très vite. Ciao. Ciao, À ciao. tous. Ciao. Bisous.